C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Écoutez, on est ravis de vous avoir autour d'un nouveau meet-up sur un sujet qui nous tient à cœur, qui est l'éco-conception de services numériques. Alors, on est sur un nouveau format puisque on teste pour la première fois Livestorm. Jusqu'à présent, on a toujours fait des meet-ups en présentiel. Aujourd'hui, on est multi-site puisqu'on a des équipes à Paris, des équipes à Mulhouse et des équipes à Genève. Et puis, on a des personnes qui ont des difficultés aussi pour se déplacer. Merci la grève. Et du coup, on a choisi de prendre un format un petit peu hybride qui nous permet d'être en présentiel. Moi, aujourd'hui, je suis à Mulhouse. Il y a des gens à Paris, des gens à Genève, des gens depuis chez eux. Je les remercie tous d'être présents. Et pourquoi l'éco-conception de services numériques? Comme vous le savez, on a démarré il y a quelque temps une démarche RSE au sein de Nintendo, donc une démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et puis plus récemment, on a souhaité un peu accélérer sur ces sujets-là et on a souhaité être labellisé numérique responsable. Donc on se fait accompagner aujourd'hui par deux consultants, David et Romain, qui sont spécialisés dans le domaine et qui vont essayer de nous expliquer un peu qu'est-ce que le numérique responsable et comment éco-concevoir des services numériques. Je leur donne la main. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est content, heureux de vous retrouver, parler d'éco-conception web. On est toujours content de pouvoir le faire, toujours content d'aller sensibiliser sur le sujet. Donc, on a 45 minutes de présentation et après, on va faire un temps d'échange. Le but est vraiment de faire un maximum d'échanges. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à travers le chat. On est tous les deux, on va pouvoir regarder les questions. On va essayer de répondre en direct. Le but est vraiment de maximiser les échanges au maximum. C'est pas grave si on ne va pas jusqu'au bout de la présentation, mais s'il y a un maximum d'échanges, l'intervention aura fonctionné. Donc, n'hésitez pas à intervenir et plus il y en a, mieux ce sera. Je te laisse continuer si tu veux. Eh bien, on vous présente bonjour à toutes et à tous aussi. Voilà, le sommaire que l'on vous propose de suivre, il est affiché. Là, nous allons redéfinir le pourquoi du sujet de l'éco-conception aujourd'hui. Et puis ensuite, vous donner différentes clés de compréhension par rapport au sujet, au travers de définitions, de méthodes. Et puis, on va faire des petits focus techniques sur le sujet, en particulier au Romain sur cette partie-là. Donc, juste en introduction, on va quand même se présenter à vous. Donc, on est tous les deux investis dans le sujet avec une activité complémentaire. Moi, je travaille sur la partie accompagnement des entreprises sur le sujet au travers de la sensibilisation, fresque de numérique, au travers de conseils de formation et puis jusque l'accompagnement pour le label également. Et puis, Romain. Et moi, j'ai une structure qui s'appelle I Have a Green, où on est une agence de développement web. On fait principalement des sites web, mais on fait aussi des accompagnements sur l'éco-conception web. Et j'ai d'autres activités à côté, un peu comme David, dans le milieu associatif. Et je fais partie également du conseil scientifique de l'Institut numérique responsable de l'INR. Je laisse continuer. La suite. Eh bien, tu vas nous présenter ton parcours. Mon parcours, alors ça commence par une prise de conscience. Et c'est un peu le message à travers mon parcours. Ce qu'on veut faire, c'est d'abord tout un cheminement. On ne vient pas faire de l'éco-conception web un peu par hasard. Donc moi, ça commence par une prise de conscience personnelle avec le film Home de Yann Arthus Bertrand. Je vous conseille d'aller le voir. C'est gratuit, c'est sur toutes les plateformes de streaming aussi. Et c'est vraiment ce film-là, avant l'écologie ne me parlait pas du tout. Et c'est suite à ce film-là que j'ai eu envie de mettre en place des actions, donc faire attention à mon alimentation, manger moins de viande, faire attention, mettre en place un potager, faire attention à mes modes de déplacement. C'est à partir de ce film-là que j'ai commencé à mettre en place, à faire mon cheminement vers quelque chose de plus écologique, sachant que l'écologie, c'est un peu mon moteur qui m'emmène vers l'éco-conception web. À la suite de ça, en 2013, j'ai eu un deuxième enfant. Et là, je me suis posé pas mal de questions de nouveau. Et je me suis dit, waouh, si en
mon enfant vieillit longtemps, mon enfant vivra jusqu'en 2100. Et qu'est-ce qui va se passer en 2100? Quel sera le climat en 2100? Là, je me suis dit, waouh, c'est un peu critique. J'ai eu envie d'aller plus loin dans mon investissement, dans mon cheminement vers l'écologie. Et je me suis posé la question, mais quel est dans mon métier, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux agir? Et c'est là que j'ai découvert l'éco-conception web. Donc c'était en 2013, donc c'était encore un peu balbutiant. Il y avait quelques acteurs sur Nantes que vous connaissez peut-être à travers Green Spector et Thierry Lebouc, qui sont très actifs sur la région nantaise, parce qu'on est nantais. Et donc, c'était intéressant d'échanger avec eux, voir aussi qu'on pouvait mettre en place des actions pour diminuer son impact environnemental. Et c'est intéressant d'échanger avec eux parce qu'il y avait peu de littérature encore à ce moment-là. Donc, depuis, ça a quand même bien évolué. Depuis le Covid aussi, il y a une prise de conscience un peu plus globale. Donc, c'est intéressant. On peut vraiment échanger sur le sujet. Il y a l'Institut numérique responsable aussi qui a apporté beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, on commence à être armé pour pouvoir mettre en place une vraie politique d'éco-conception web sur nos outils. Eh bien, de mon côté, ça a été un peu similaire. Donc, en parallèle de mon parcours autour des infrastructures IT, donc j'ai commencé sur la partie système, sur la partie réseau, et bien en même temps, j'ai également aussi eu les mêmes documentaires qui m'ont fait réagir. Et donc, en même temps que mon parcours professionnel, j'ai évolué dans mon parcours personnel sur l'environnement, l'écologie. Et puis, le déclic m'est venu également avec des échanges d'acteurs sur le sujet. Donc, Martin Argent d'EasyVirt, pour le nommer, qui est une solution d'optimisation, de virtualisation. Et de ce fait, j'ai également du coup fait un pas de côté par rapport à mes activités d'avant, et j'ai décidé de créer l'entreprise de conseil Numérès. Et depuis ce temps, je suis à 100% sur cette activité-là. Voilà un petit peu pour clôturer nos parcours et pourquoi nous sommes aujourd'hui avec vous. Donc, la question du pourquoi, eh bien, elle se pose lorsque l'on regarde les impacts du numérique. On est acteur du numérique depuis longtemps, et oui, le numérique, ce n'est pas une finalité, c'est un outil, mais cet outil-là apporte beaucoup de valeur ajoutée dans nos quotidiens, que ce soit sur l'optimisation de notre travail, du transport, de notre santé, voilà, beaucoup d'éléments positifs, que ce soit même pour l'environnement, l'anti-gaspi, etc. Vous connaissez quelques petites icônes d'applications. Mais toute activité humaine, qu'elle soit numérique ou autre, a une contrepartie, et cette contrepartie, ce sont des impacts négatifs qu'il faut nommer comme cela. Et donc, ces différents impacts peuvent concerner l'utilisation excessive de ressources terrestres, la consommation d'énergie, la consommation d'eau, et puis il peut y avoir aussi des impacts plutôt autour de l'humain, autour de l'exclusion, de la fracture numérique et d'autres sujets que l'on va voir. Donc voilà, c'est ces deux éléments qu'il faut avoir en tête, et lorsqu'on fait réfléchir au sujet du numérique responsable, de ses impacts, eh bien on prend en compte ces deux éléments de la balance pour faire en sorte d'aller vers un numérique qui soit le plus rééquilibré et faire en sorte qu'il reste positif. Alors, par rapport à ça, je vais poser une petite question. Farah, je ne sais pas si le chat… Ah, ok, très bien. Le sondage est lancé. Donc, voilà, juste un petit sondage pour voir un petit peu où vous en êtes. Pouvez-vous nous dire, voter sur le pourcentage pour vous de la consommation du secteur du numérique dans le monde par rapport au reste de l'électricité produite? Je soumets mon vote. Ouais, je ne vais pas polluer le questionnaire. Alors, il faut pour avoir la réponse totale. Hop. Pour avoir le résultat. Hop, on n'a pas. Voilà, c'est une réponse. Voilà, ok, très bien. Donc, vous êtes une majorité à avoir répondu 15%. Eh bien, effectivement, ça aurait pu avoir un sens, mais ça l'aura bientôt. Aujourd'hui, c'est plutôt 10%. Donc, c'était des chiffres provenant de l'ADEME-ARCEP. Mais les 15% seront atteints prochainement du fait que le numérique est une activité en fort développement. Donc, les chiffres qui tournent souvent autour de la sensibilisation sur le sujet concernent
l'émission de gaz à effet de serre générée lors de la fabrication et lors de l'usage au travers de la consommation électrique qui est produite par certaines énergies fossiles. Donc voilà, on est à peu près à 4%, ce qui équivaut aujourd'hui à l'activité de l'aviation civile. Et la tendance fait que si on reste sans rien faire, on va atteindre d'ici 2025 8%, ce qui équivaut à l'aviation, au transport automobile. Donc c'est une tendance qui est à prendre en compte. Et puis le troisième élément d'information sur l'impact du numérique concerne tous les métaux. Le numérique, ce n'est pas que du virtuel, c'est pas dans le cloud. On parle de dématérialisation, en fin de compte, le numérique, c'est une matérialité aussi, donc on parle plutôt de transfert de matérialité quand on passe du papier au numérique. Et donc pour créer un smartphone, il faut qu'on puisse extraire beaucoup de matériaux pour fabriquer. C'est une technologie assez consommatrice de ressources. Et pour un smartphone de 200 grammes, il faut 200 kg de matières premières pour le produire. Autre élément qu'il faut avoir aussi en tête par rapport à l'empreinte, une étude récente a été publiée qui représente les impacts au niveau de différents équipements. Donc, pour simplifier le numérique, on évoque souvent 3 éléments: les équipements utilisateurs, les réseaux, et puis toute la partie data center qui accueille les applications. Et donc, dans ces 3 éléments-là, la part la plus importante de l'impact est liée aux terminaux, dû à leur nombre important par rapport à des équipements réseau data center. Et puis, l'autre élément qu'il faut avoir en termes de représentation, c'est la partie pourcentage de la fabrication dans un cycle de vie d'un équipement. Eh bien, la part de la fabrication est la part qui pèse lourd. Alors, juste du coup, en synthèse de cette partie impact environnementaux, ce qu'il faut en retenir, c'est d'allonger la durée de vie des équipements pour faire en sorte que les impacts liés à sa fabrication soient le plus amortis, on va dire, sur le long terme, et pour éviter d'alimenter cette chaîne de fabrication, usage et fin de vie. Et lorsqu'on parle de numérique, d'autres éléments qu'il faut aussi prendre en compte concernent les relations avec l'homme et le social. Aujourd'hui, le numérique est assez récent par rapport à différentes technologies. Nous ne sommes pas tous égaux vis-à-vis du numérique, égaux par rapport à notre niveau d'éducation sur le sujet, égaux par rapport à notre expérience sur la durée vis-à-vis du numérique. Et donc, nous avons une sorte de fracture du numérique qui est aujourd'hui présente dans la population. Même si c'est simple de naviguer sur un smartphone, ce n'est pas simple de faire certaines tâches. Et donc, le numérique, pour certains, est un souci d'autonomie. Et pour d'autres, est un souci d'addiction. Et encore pour d'autres personnes, dans certains états, il y a un souci d'atteinte aux libertés par rapport à l'individu. Donc, voilà, il y a beaucoup de sujets qui sont aussi à prendre en compte dans cette impact-là. Juste, il y a une question sur le chat. Est-ce que les nouveaux terminaux sont moins polluants? En fait, plus c'est petit, plus il va y avoir de l'impact environnemental. Globalement, c'est ça la tendance. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est surtout l'extraction des différents minerais qui a un impact environnemental. Et ces ressources-là sont finies. Donc, il y a un moment, il faudra trouver d'autres solutions et d'autres minerais et d'autres extractions qui aura également un impact environnemental. Donc, le message à travers ça, c'est surtout de conserver le plus longtemps possible ces différents terminaux, son différents matériels, pour pouvoir limiter au maximum l'impact environnemental. Après, est-ce que les nouveaux terminaux sont plus ou moins polluants? En fait, globalement, oui, ils polluent de plus en plus finalement, parce que on essaie de toujours avoir le plus petit possible et avoir le plus de batteries possible. Et pour ces raisons-là, finalement, il y a de plus en plus d'impact par rapport à nos vieux GSM en tout cas. Et plus de fonctionnalités, donc plus de caméras, donc plus d'éléments. Il y a aussi cette partie-là. Les 3 à 4% d'émissions de gaz à effet de serre sont-ils liés à l'utilisation unique du digital ou comprennent aussi le cycle de vie des fabrications? Oui, c'est global. On appelle ça l'ACV, l'analyse par cycle de vie. Et donc, c'est tout l'ACV qui est pris en compte pour calculer les 3 à 4% d'émissions de gaz à effet de serre.
Ok, je continue, je reprendrai la question après. Donc, le numérique responsable, ce terme-là, il est assez récent. On parlait il y a plus d'une dizaine d'années de Green IT, et maintenant, pourquoi on parle de numérique responsable? Parce qu'on est plus orienté sur la notion de développement durable. Tout à l'heure, Pierre-André parlait de responsabilité sociétale des entreprises. Eh bien, la RSE, c'est comme le numérique responsable. Le fondement, c'est l'ONU avec le développement durable et cette vision de 3 dimensions, la dimension humaine, la dimension environnementale et la dimension économique. Et l'autre élément que l'on intègre dans le numérique responsable en termes de définition, c'est la notion de faire converger 2 sujets qui ne doivent pas être en parallèle. Donc, le sujet de la transformation environnementale et le sujet de transformation numérique doivent converger pour pouvoir rendre justement ces 3 dimensions du développement durable cohérentes par rapport au développement du numérique. Et les autres éléments de compréhension concernent les champs d'application du numérique responsable. Comme j'évoquais juste avant, on parlait de Green IT qui était vraiment orienté sur l'amélioration de l'efficience du numérique par rapport à son impact. Et là, on intègre vraiment l'autre dimension qui est une dimension humaine et qui a pour but aussi d'intégrer le fait de rendre le numérique plus accessible, plus vertueux par rapport à ça, et aussi d'intégrer les notions de le numérique est aussi une solution pour améliorer les impacts environnementaux des autres activités humaines, et aussi le numérique peut être une solution pour améliorer les conditions de vie humaine. Donc c'est ces dimensions de solution et de réduction d'impact qui sont au sein même de la définition du numérique responsable. Il y a 2 questions. Question de Farah sur la consommation d'électricité pour le numérique. Quel est le secteur qui consomme le plus? Je n'ai pas vraiment l'information. Il faut faire attention que la consommation d'électricité, ce n'est pas un indicateur d'impact environnemental. En France, l'impact carbone de l'électricité, c'est pas grand-chose parce qu'il y a beaucoup de nucléaire. En Allemagne, il y a beaucoup de charbon. En l'occurrence, là, il y a l'impact de la production d'électricité a un impact beaucoup plus fort. C'est très compliqué de faire la relation entre la consommation d'électricité et l'impact environnemental. C'est vraiment très, très compliqué. Donc, ce n'est pas un indicateur de performance environnementale. Et est-ce que vous pouvez parler du numérique professionnel ou est-ce que cela inclut aussi les jeux Netflix, Deezer ou autres? Ça inclut tout. Globalement, ça inclut absolument tout. Et je n'ai pas connaissance d'études où on peut dissocier le pro du perso, sachant que des fois en plus c'est un peu entremêlé. Oui, par rapport au sujet environnemental de manière générale, il y a beaucoup d'experts sur le sujet avec le GIEC sur la partie numérique responsable. Les chiffres sont encore peu nombreux par rapport au sujet. L'ARCEP et l'ADEME mènent justement des observatoires pour avoir plus d'éléments, mais pour l'instant les éléments que l'on a sont des éléments globaux. Donc, du coup, pour aller vers le sujet de l'éco-conception, eh bien, l'éco-conception, comme on peut en déduire, eh bien, c'est le fait d'intégrer cette notion de numérique responsable, d'intégrer donc les 3 dimensions du développement durable dans le sujet même de l'éco-conception. Donc, on intègre des points sur le coût, les choix techniques, la réponse aux besoins utilisateurs, et on intègre aussi dans tout le processus de la conception le questionnement sur est-ce que ça va être bon pour l'humain, est-ce que ça va être économiquement durable et est-ce que cela va être bon pour l'environnement. Donc c'est cet 4e élément qui vient s'intégrer par rapport à la conception classique, et cette notion d'éco-conception, elle est aussi à bien mettre en place sur l'ensemble du cycle de vie d'un service numérique, parce qu'on sait bien que plus le sujet est traité en amont, plus son impact est réduit en aval. Et lorsque l'on commence à réfléchir dès la conception à la fin de vie, eh bien, il n'y aura pas de surprise, alors que lorsque des produits ou des services ne sont pas du tout conçus avec l'idée de savoir comment ils vont être décommissionnés, eh bien, le sujet, il est malheureusement traité beaucoup plus difficilement. Un autre élément que l'on voulait partager avec vous aussi, c'est les aspects de méthodologie. La méthodologie,
Et donc, l'aspect méthodologie, elle doit intégrer différents éléments, elle doit intégrer toutes les parties prenantes. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on a l'habitude de faire dans certains sujets. Mais là, il faut vraiment prendre toutes les parties prenantes qui sont associées à toutes ces dimensions qu'on a évoquées tout à l'heure. On fera un focus aussi sur le sujet de la sobriété fonctionnelle, qui est forcément nécessaire d'avoir dans sa méthodologie. Un point important aussi, c'est l'accessibilité, un élément sur lequel nous reviendrons également, mais le sujet du numérique aujourd'hui peut aider beaucoup de personnes en situation de handicap à réduire leur niveau de handicap par rapport aux échanges avec d'autres personnes. Et du coup, le numérique est important pour ça. Et puis l'autre élément que Romain, sur lequel on reviendra plus en détail, c'est l'efficience technique. Et associé à tout ça, bien, il faut dans la méthodologie avoir des outils et aussi des référentiels, parce que beaucoup d'acteurs ont déjà réfléchi sur le sujet et donné des éléments de bonne pratique. Donc, parmi ces éléments de bonne pratique, vous pouvez avoir aujourd'hui accès à différentes sources et qui vous permettent de faire des focus sur certains sujets. Donc, soit si vous avez plutôt une orientation sur des sites web, vous avez un guide d'éco-conception du collectif Native. Vous avez aussi les designers éthiques qui ont fourni un autre guide. Voilà, vous avez plusieurs guides à disposition qui sont avec des prismes plus ou moins environnementaux, accessibilité, des prismes plus globaux. Voilà, selon les outils, il y a différentes possibilités. Maintenant, si on parle un peu de sobriété fonctionnelle, eh bien, on va vous poser ici une petite question par rapport à ça dans le sondage. La sobriété, par opposition à l'ébriété, c'est le fait de faire beaucoup mieux avec peu. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir plein de choses pour être heureux. Alors, si je peux te répondre à la question pour qu'on puisse avoir... voilà. Donc, on vous a posé comme question, donc, quel est le pourcentage des fonctionnalités demandées par les utilisateurs qui ne sont pas essentielles. Donc là, on se pose vraiment la question de la pertinence. Eh bien, vous êtes une majorité à avoir... voilà, oui, il n'y a qu'un vote. Allez, il y a deux votes. Deux votes. Il y en a qui le font en intelligence collective, donc ça prend un petit peu plus de temps. Il y a des votes qui ont un poids plus important, mais que l'on ne peut pas évaluer. Allez, on est à une majorité 50% pour l'instant, 50%. Il y a de l'influence, il y a du mimétisme là. Ok, donc 50%, eh bien, nous sommes à, je vais laisser un autre vote, c'est bon, eh bien, c'est 70%. Donc, on évoque cette notion de pertinence dans une règle qu'on appelle la règle des 3 U, dont le premier élément est utile. Eh bien, on va se poser dans la méthodologie en amont, se dire, est-ce que ce que je vais choisir comme fonctionnalité intégrée répond vraiment à un besoin? Et du coup, est-ce que cette fonctionnalité-là doit rester dans le cadre de ce qu'on va retenir? Donc, c'est le premier élément. Il faut quand même bien insister là-dessus. Oui. Ça veut dire que 70% des fonctionnalités ne sont pas utiles ou peu utiles. Alors, moi, je pondère en général un petit peu ce chiffre-là, mais c'est entre 50 et 70% suivant les études. Là, on a tiré ce chiffre-là des 115 bonnes pratiques de Frédéric Bordage, là, le petit livre vert que vous avez vu tout à l'heure. Et c'est globalement, même si on compte que 50%, ça veut dire qu'il y a 50% d'Internet qu'on peut mettre à la poubelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les 50% du web qu'on pourrait mettre à la poubelle, ce serait quand même énorme. Et finalement, on se sentirait bien mieux parce qu'il n'y aurait pas tous ces éléments qui viendraient nous polluer. Donc, c'est quand même assez hallucinant. C'est pour ça que je me permets d'insister. Tout à fait. Alors, sur la règle des 3 U, le deuxième U concerne la partie utilisable. Cet élément est aussi très intéressant à évoquer parce que si l'application, le site web, l'apps que l'on développe ne permet pas d'avoir un usage facile du service, eh bien, il va y avoir une mauvaise adoption, il va y avoir des personnes qui vont moins l'utiliser ou des personnes qui vont être en difficulté vis-à-vis de ça. Donc, il y a un vrai sujet d'ergonomie, mais pas que. Aujourd'hui, en termes
d'utilisable, on évoque aussi le fait que l'on puisse maintenir des accès aux services numériques par rapport à des terminaux assez âgés. On l'évoquait tout à l'heure par rapport à l'impact qu'il faut permettre d'utiliser des équipements anciens, le plus ancien possible. Donc, la compatibilité du service avec des terminaux de plus de 3 ans, elle est cruciale pour allonger leur durée de vie. Et puis, le troisième élément qu'il y a à avoir en tête dans cette notion d'utilisable, eh bien, c'est aussi les capacités. C'est faire en sorte que l'empreinte du service sur le terminal soit la plus légère possible pour l'expérience utilisateur, et puis pour la durée de vie, bien sûr, et également sur la partie réseau. Si c'est une application qui est à utiliser en mobilité ou avec un accès réduit, eh bien, il faut qu'elle soit la plus sobre au niveau du trafic réseau pour pouvoir maintenir cette expérience utilisateur. Ok. Alors, avec un petit peu de malice, Pierre-André nous dit IE7. Alors, IE7, non, clairement non. Même Windows a donné le message de ne plus utiliser Internet Explorer. Et donc maintenant, on est passé sur Edge. Après, il y a quand même une limite dans tout ça. On ne peut pas non plus descendre jusqu'au Minitel. Voilà, il y a quand même une limite à se fixer. Et moi, aujourd'hui, ma limite, quand je crée des sites web, c'est je teste sur un iPhone SE de première génération. Donc, c'est un téléphone qui date de 2016, je crois, et qui a été fabriqué jusqu'en 2018. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, mais c'est mon interprétation de l'obsolescence logicielle, finalement. Donc, pas IE7, mais voilà. Et pour terminer la règle des 3 U, donc le troisième élément, c'est utiliser, parce que même si l'application elle semble être utilisée à un moment donné, elle est utilisable, mais est-ce que dans le temps, elle va être aussi bien utilisée que prévu? Et donc, il est intéressant de mesurer ça. Et on voit qu'il y a 45% des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées dans le temps. Voilà, donc il faut avoir aussi cette projection par rapport à ce sujet-là. Donc, concernant la partie accessibilité, je vais te laisser prendre le relais pour cet élément. L'accessibilité, vous allez voir, ça va aller très très vite, parce que l'idée à travers l'intervention, c'est surtout d'éveiller un peu les consciences et vous donner envie de faire des choses. Donc l'accessibilité, si tu continues, parfait. Il y a une définition que j'aime beaucoup. L'accessibilité numérique signifie que les sites web, technologies et outils sont conçus et développés de façon à ce que les personnes en situation de handicap puissent les utiliser. Ce qui est intéressant à relever là-dedans, c'est situation de handicap, les personnes en situation de handicap. Donc, ce n'est pas destiné aux handicapés. On se retrouve tous, à un moment donné, dans une situation de handicap. Si par exemple on attend le bus, on a fait les courses, on attend le bus, on n'a plus qu'une seule main pour utiliser son téléphone et puis on essaye avec son pouce d'aller chercher le burger icône pour ouvrir le menu et on n'y arrive pas. Et bien là, on est dans une situation de handicap. Ou si on est à un événement extérieur en plein été et la luminosité est extrêmement forte et si il n'y a pas suffisamment de contraste sur le site, on a du mal à lire, on a du mal à comprendre parce qu'il n'y a pas assez de contraste, il y a trop de lumière ambiante. Et bien là, du coup, on se retrouve également en situation de handicap. Donc, ce n'est pas forcément destiné aux handicapés. Juste, je voulais vous montrer ce site web-là qui est assez bien fait. On ne va pas faire tous les types d'handicap. Je vais juste vous en montrer un. Alors, je partage mon écran. Tac, ça, partager. Voilà. Et je ne sais pas si ça marche. Est-ce que tu peux me dire si ça marche ? Oui. Ouais, parfait. Le daltonisme, donc c'est une maladie ou un handicap qui touche principalement les hommes. Et là, on voit visuellement un daltonien. Voici les tomates qu'il va pouvoir voir sur l'image, alors que quand on ne souffre pas de daltonisme, on voit ça. Et c'est assez intéressant. Il y a quelques mois maintenant, j'ai fait un site web pour une fleuriste et qui vendait des fleurs sur le web. Alors, c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais c'est beaucoup les hommes qui achètent pour les femmes les fleurs. Et donc, il faut bien décrire si l'homme est daltonien et qu'il a du mal à visualiser les couleurs. Et il faut une vraie description des couleurs sur les fleurs pour pouvoir donner suffisamment vie et comprendre aussi ce que l'homme va acheter comme fleur pour sa femme. Donc ça, c'est un type d'handicap, mais on peut rapidement aussi comprendre que si on fait une application de métier, si on met les dossiers critiques en rouge, eh ben, un daltonien ne pourra pas le voir. Donc c'est comme ça qu'il faut l'interpréter aussi.
Donc là, je vous parle que du daltonisme, parce que c'est assez facile, mais il y a tout un référentiel qui s'appelle le RG2A. Tac. C'est bon, Il faut que je retrouve mes petits. C'est bon, le partage. OK. Voilà. Voilà, le référentiel s'appelle le RG2A et c'est une obligation légale pour tout le service public. Donc, si vous faites un site web pour n'importe une mairie, par exemple, eh bien, vous êtes obligé que ce soit compatible avec le RG2A. Ou pour toutes les structures qui font un chiffre d'affaires de plus de 250 millions de chiffres d'affaires. Donc, soit vous faites aider par un professionnel de l'accessibilité, soit vous montez en compétence sur le sujet. Mais en tout cas, c'est un sujet intéressant et qu'il faut prendre en compte. Efficience technique. Alors, plein de choses à dire là-dessus. Comme l'a dit David, l'objectif, c'est surtout d'allonger la durée de vie du matériel. Donc, nous, quand on fait du développement, quand on propose une solution numérique, il faut aussi limiter l'obsolescence logicielle, donc faire en sorte que notre application, notre site web, puisse fonctionner sur du vieux matériel. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que moi, depuis quelques semaines ou mois, j'utilise un iPhone SE première génération et avant, j'utilisais un iPhone 5 sur Safari. Donc, c'est mon étalon à moi et c'est voilà, juste pour vous dire, ma référence, elle n'est pas, c'est pas un seuil à atteindre, il n'y a que moi qui le dis. Je vous laisse juge pour dire quelle est, pour votre application, pour votre site web, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Et donc, l'efficience technique, c'est ça. Et donc, c'est de limiter le nombre de ressources. Et pour ça, il y a plusieurs bonnes pratiques. Mais vous allez voir, si vous êtes développeur, vous connaissez forcément ces bonnes pratiques-là. Mais par faute de temps, par faute de test, par faute, voilà, par paresse, des fois aussi, eh ben, il y a plein de choses qui passent à l'as. Et typiquement, les images, là, je vous montre un site RSE Nantes, donc qui sont des personnes qui ont des vraies valeurs, hein, qui veulent limiter l'impact sur le vivant, de manière globale. Et donc, là, ici, ils ont une mini-image, le logo, qui s'affiche en 200 par 65 pixels, et la taille de l'image fait 2186 par 709. Donc, c'est 10 fois trop gros. Même l'image ne tient pas sur l'écran. Donc, forcément, le navigateur va faire un travail supplémentaire pour rapetissir l'image. Et puis, sur le réseau, ça prend beaucoup de place également. Romain, tu peux remettre la présentation en plein écran, s'il te plaît. Alors, on va aller. Hop. C'est bon. Ah, ben voilà, c'était parfait. Bon. Autre illustration sur les images. Là, c'est les images, hein, mais voilà, vous pouvez facilement comprendre que pour les vidéos, c'est le même sujet. Le bon poids, on peut facilement optimiser, dégrader volontairement, techniquement, l'image, tout en conservant une image humainement très, très correcte. Donc là, c'est une image qui fait 2,2 mégas. Et si on met la slide suivante, c'est une autre image qui n'a absolument rien à voir parce qu'elle fait 0,7 mégas. Donc, elle est 3 fois plus légère. Humainement, on ne voit pas la différence, très clairement, mais il y a eu un traitement logiciel qui permet de réduire le poids donc ça le divise par 3. Donc, il y a plein de solutions. Moi, j'utilise TinyPNG pour faire ça, mais il y a plein de solutions pour optimiser les images. Est-ce que j'utilise en double? Non, je n'en vois pas en double pour le Retina. Après, ça va dépendre. Ça va dépendre de la cible et ça va dépendre du client aussi, parce que je crois savoir que vous avez des clients qui travaillent dans le luxe et effectivement, là, on va travailler sur des images de meilleure qualité et le seuil, c'est à nous après de fixer où est-ce qu'on met le curseur. Hein. Est-ce qu'on peut descendre en qualité ou est-ce qu'on peut est-ce qu'on s'astreint à une qualité top. C'est cette démarche-là aussi, l'éco-conception. Il n'y a pas de résultat vraiment à obtenir, mais c'est se questionner sur quel est le poids d'une image, combien ça doit faire et quelle qualité on souhaite. Est-ce que c'est une super qualité de suite ou est-ce qu'on s'autorise, pour limiter l'impact environnemental, de réduire un peu la qualité de son image. Donc ça, c'est un travail à faire, travailler sur ses valeurs et sur les valeurs de son client aussi. Si on continue dans les bonnes pratiques pour les développeurs,
y a plein de choses que vous connaissez si vous êtes développeur. Le cache, différents niveaux de cache, base de données, les expires, les tailles, préchargement de page, reverse proxy, USI. Tout ça, ce sont des bonnes pratiques que les développeurs maîtrisent sans aucun problème. Il faut juste leur laisser le temps de mettre en place ces bonnes pratiques-là. Et pour ça, si vous êtes chef de projet, on va le voir un peu après, hein, mais il y a des indicateurs qu'on va pouvoir mettre en place. Et du coup, ça va nécessiter de mettre en place ces bonnes pratiques-là. Donc, si on rajoute à nos tests les indicateurs qu'on va voir par la suite, on sera obligé de bien travailler en tant que développeur. Et je vous assure qu'en tant que développeur, on est content de travailler là-dessus et de passer du temps à faire un peu de performance. Alors moi, j'appelle ça de l'efficience technique, mais c'est étroitement lié à la performance. Hein. Et les développeurs sont contents de prendre le temps de faire ça. Continue sur l'efficience technique, qui sont des règles également assez maîtrisées normalement. Minifier le HTML, le CSS, le JS, regrouper les fichiers. Alors ça dépend, il y a différentes stratégies en HTTP2, HTTP3. Voilà, regrouper les fichiers CSS, ça va dépendre après de comment est-ce qu'on... Enfin, il peut y avoir plusieurs politiques pour mettre en place. Est-ce qu'il faut regrouper ou pas? Là, j'ai mis regrouper, mais pas forcément. Ça va dépendre un peu des cas. Et tester la qualité de son code, JSLint, CSSLint. Tout ça, c'est pareil, c'est des choses que les développeurs maîtrisent et il faut leur laisser le temps de faire les choses. On continue. L'efficience... Alors, j'ai une question... Non. L'efficience technique aussi, ça dépend de la stack technique. Alors, vous allez certainement me poser la question, j'avance un peu, mais est-ce qu'il y a des langages qui sont plus propices? Oui. Des langages asynchrones comme du Node, par exemple, oui, ce sera plus propice. Mais si vous ne maîtrisez pas, pour le coup, faire du PHP, vous allez obtenir de meilleurs résultats si vous maîtrisez le PHP. Donc, c'est plutôt la maîtrise du langage qui fait la différence plutôt que le langage. Et après, là, je vous ai mis toute une littérature de framework, librairie. La question à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment essentiel? jQuery, c'est quelque chose qu'on traîne depuis des années. Aujourd'hui, on peut tout faire en Vanilla.js, ça fonctionnera très bien. Alors, Vanilla, pour la blague, c'est pas un framework, hein, ça a été présenté comme un framework, mais c'est du JS natif. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de Bootstrap? Normalement, non. C'est un bon développeur, un bon intégrateur, on pourra facilement s'en passer, on obtiendra des pages bien plus légères et ça donnera bien plus de possibilités aussi pour faire ce qu'on souhaite. Donc voilà, c'est un peu une question de compétences aussi, mais on obtient des bien meilleurs résultats généralement en natif par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours tout faire en natif. Si c'est un peu complexe, utiliser Angular, Vue, etc. Faut pas être contre. Faut pas cumuler par contre un maximum de frameworks et de librairies. Et quand on utilise, ça veut dire qu'on a un réel besoin et qu'on va utiliser une grosse partie de cette brique technique. Alors pour illustrer le propos, je reste sur des exemples volontairement très très simples sur du web, et vous voyez aussi à fur et à mesure des slides que ça concerne surtout le front. Toujours pareil, le but c'est de limiter, faire en sorte que ça fonctionne sur du vieux matériel, et pour ça, vous l'avez compris, c'est surtout du front, et la partie serveur nous intéresse beaucoup moins. Donc le bouton de partage sur les réseaux sociaux, on a tendance à prendre une librairie toute prête. Facebook nous demande d'utiliser la librairie Facebook, Twitter également, et tout ça pèse, alors qu'on peut le faire d'une manière très très simple. Et la plupart proposent des URL de partage. Et là, vous voyez, c'est pas grave si vous ne maîtrisez pas le code. Le but, c'est simplement de voir qu'en une vingtaine de lignes, on peut faire des liens de partage qui fonctionnent bien. Et on n'est pas obligé de télécharger entre 0,5 et 1 méga de librairie par réseau social. Et donc, voilà, si vous êtes développeur, c'est assez facile de comprendre. Et sinon, si vous n'êtes pas développeur, le but, c'est de simplement retenir qu'on peut faire les choses de manière assez rapide sans télécharger les librairies. Est-ce qu'il existe des outils d'audit? Eh bien oui, on y vient juste après. Super la transition. Merci Fabrice. Est-ce accepté par des gros éditeurs? J'ai envie de dire que si c'est simple et que ça fonctionne, il ne faut pas se priver, tout simplement. Alors, les outils de mesure, là c'est pareil, je vais en présenter plusieurs.
c'est des exemples, il en existe plein d'autres. Donc, et ça bouge, de toute façon. Donc, je vous propose quelques-uns. Le but ici, c'est de mesurer le poids de la page, le nombre de requêtes et le temps d'affichage d'une page web. Alors, je suis désolé, c'est un peu orienté web, c'est un peu mon activité, mais ça fonctionne pareil pour des applications mobiles ou même des logiciels lourds, on peut l'envisager comme ça. GTmetrix, qui est un bon outil. Vous pouvez également utiliser Lighthouse pour pouvoir récupérer ces éléments-là. Et le but, c'est de suivre aussi dans le temps, si vous mettez en place une nouvelle fonctionnalité, suivre dans le temps comment est-ce que ça évolue. C'est ça l'idée. Le nombre d'éléments du DOM, donc quelle est la complexité du HTML derrière tout ça. Donc là, pour faire ça, moi, je préfère utiliser la console. Là, c'est pareil, les développeurs maîtrisent cette partie-là. Document get elements by tag name network.length. Donc là, ici, sur cette page-là, je suis à 254 éléments du DOM, ce qui n'est pas beaucoup, mais la question, c'est pas tellement de savoir si c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais c'est comment est-ce que ça évolue. Et avoir des éléments de comparaison. C'est pas facile, on ne peut pas comparer un site vitrine d'un peintre, artisan peintre, et la page du Monde, par exemple. Voilà, ça n'a rien à voir, on ne va pas comparer les deux, donc il faut pouvoir avoir des points de repère cohérents. Toujours sur les mesures, EcoIndex, qui est un outil qui est proposé par le collectif Green IT, et donc Frédéric Bordage. Ça fait un petit moment que cet outil-là existe. Il est bien au début pour mesurer, faire une première estimation. Ça a rapidement ses limites, cet outil-là, mais pour dégrossir avec un client qui ne connaît pas grand-chose de l'éco-conception, c'est intéressant de pouvoir montrer, regardez votre site aujourd'hui, où est-ce qu'il est, on est en D, on peut faire mieux, on sait qu'on peut faire beaucoup mieux. Et l'outil, EcoIndex, c'est simplement un algorithme qui prend en entrée le poids de la page, le nombre de requêtes et le nombre d'éléments du DOM. Donc, c'est un peu les trois éléments que je vous ai cités juste avant. Donc, ça compile ça mouline et ça vous donne un éco-score qui est perfectible, je le répète, mais qui donne une tendance qui est quand même assez intéressante. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la simplicité de l'outil. On met simplement notre URL et directement, ça nous donne notre performance environnementale. C'est pour ça que c'est intéressant. Pour continuer sur les mesures, GreenSpector, ça fait un petit moment qu'ils existent. Eux, ils font de la mesure de consommation d'électricité, principalement sur des applications mobiles, mais également sur des sites web. Donc, c'est intéressant aussi de suivre sa consommation d'électricité dans le temps quand on rajoute une nouvelle fonctionnalité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de multiplier les outils, utiliser GreenSpector, utiliser Lighthouse, utiliser EcoIndex, et vraiment multiplier les indicateurs, parce qu'après, on peut avoir des surprises. Et prendre comme exemple, j'avais été invité au Tech for Good à Nantes, et GreenSpector, donc oui, tous les outils que j'ai cités sont gratuits, sauf GreenSpector. Alors, on peut tester, je ne me souviens plus, mais vous irez voir sur leur site, on peut tester, envoyer son URL qu'on souhaite tester, et après, ils répondent par email. Et sinon, vous pouvez directement contacter GreenSpector, ils sont souvent assez arrangeants. Et donc, Tech for Good, on était 70 à présenter notre activité. Et GreenSpector avait mesuré les pages d'accueil des 70 participants. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, mon site, j'avais mis j'avais rajouté, il y avait quelques semaines, une petite flèche qui, avec une petite animation, ça montait, ça descendait, et ça invitait l'utilisateur à scroller pour voir le contenu qui était en dessous la ligne de flottaison. Et à cause de cette petite flèche-là, GreenSpector, Thierry Lebout, il m'appelle, il me dit Romain, on a mesuré ton site, on voit bien la démarche d'éco-conception, mais ton score est très mauvais, tu es quasiment dans les derniers. Et donc, je panique un peu, je regarde, et effectivement, c'est cette petite flèche-là, cette petite animation-là qui était vraiment très, très pénalisante. Donc, j'ai retiré l'animation, j'ai demandé à Thierry de remesurer, et je suis quasiment passé de dernier à premier, simplement en retirant la petite animation. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais testé sur plusieurs outils mon animation, mais pas sur GreenSpector. C'est pour ça que je vous disais, il faut vraiment cumuler les outils pour avoir une vue assez complète de l'efficience technique. Donc voilà,
D'autres outils, The Green Web Foundation, là, ça permet de voir si l'hébergeur est green ou pas green. Cet outil-là a des limites, parce que il n'y a pas vraiment de sonde chez les hébergeurs, c'est vraiment du déclaratif. Mais ça donne une tendance quand même. Autre outil que j'aime beaucoup utiliser, c'est le validateur W3C, qui permet de tester la qualité HTML, voir s'il y a des erreurs aussi. Ça teste un petit peu l'accessibilité. En tout cas, s'il n'y a pas d'erreur sur le W3C, ça facilite grandement la lecture d'écran. Autre outil, Darboost, qui est en train de changer de nom, mais c'est un outil assez complet et ça inclut aussi la sécurité, le référencement et globalement de la qualité. Donc tout ça, ce sont des outils où on vient déposer son URL et ça nous donne un rapport qui est assez intéressant. Donc voilà, la plupart des outils sont gratuits, sauf GreenSpectre. Alors, je vais aller assez vite parce qu'on commence à déborder. Juste un retour d'expérience pour illustrer toute la partie technique. En effet, j'ai fait un projet qui s'appelle la SAP Connectée. Donc, la SAP Connectée, c'est du networking entre professionnels du numérique à Nantes. Alors, SAP, ça veut dire série d'apéritifs pour personnes élégantes. J'adore. Et donc, ils avaient fait un site web qui était sur WordPress, qui fonctionnait très bien, qui donnait satisfaction. Mais moi, je suis arrivé, je me dis, j'ai besoin d'un site web pour illustrer une démarche d'éco-conception. Est-ce que je peux retravailler tout ça? Donc oui, pas de problème. Donc, j'ai conservé le site sur WordPress. J'ai continué à utiliser WordPress. Avant, il était chez OVH, il est passé chez Infomaniac, un hébergeur suisse, qui a une démarche sur l'environnement depuis plus de 15 ans maintenant. Et donc, aujourd'hui, ça paraît assez cohérent. Tous les hébergeurs veulent faire du green, mais il y a plus de 15 ans, c'était les seuls à faire du green. Donc, on a refait tout le thème. On a fait un thème vraiment sur mesure et on s'est posé pas mal de questions. Donc, je vous l'ai fait un petit peu courte, mais j'ai retiré les animations, j'ai retiré les carousels. J'ai fait un gros travail sur les images, parce qu'il y avait tous les participants des soirées qui étaient affichés. Donc, la question qui se posait, c'est est-ce qu'on les affiche tout le temps? Eh ben, on a fait le choix de retirer et d'en afficher que 5 d'une manière aléatoire. Et donc, on en affiche que 5 par défaut. Donc, on va afficher que 5 images. Donc, on est beaucoup plus light. Et par contre, il y a un bouton « Voir tous les participants ». Et donc, à ce moment-là, on viendra charger les 70 images des 70 participants. Donc, c'est un petit script qui va prendre très peu du JavaScript, pour le coup, qui va prendre peu de ressources, peu de lignes. Et vous voyez qu'en très très peu de lignes, on peut rajouter 70 participants sans problème. On a fait un peu la même démarche sur... là, c'est une iframe. Donc, ça utilise le service Eventbrite, donc un service tiers qui télécharge une iframe. Donc, l'iframe, c'est une page web dans une page web. Et le formulaire d'inscription pèse 1,5 mégas, ce qui est extrêmement lourd. Et donc, pour éviter ce chargement d'1,5 mégas à chaque chargement de page, on a décidé de ne pas l'afficher par défaut et de mettre un bouton s'inscrire. Et quand on s'inscrire, quand on clique sur le bouton s'inscrire, c'est à ce moment-là qu'on vient charger l'iframe et donc la possibilité de pouvoir s'inscrire. La page d'accueil également tout en bas, il y avait le lieu du prochain événement. Donc, c'était une Google Maps dans une iframe également. Là, on a fait une autre solution. On a mis en place une image plutôt que d'avoir une iframe avec une carte interactive pour pouvoir calculer son itinéraire, etc. Ce que les gens ne vont pas faire au final. Donc, on va simplement mettre une image, une carte où on indique le lieu du prochain événement. Et quand on clique sur la carte, on va aller sur le service OpenStreetMap, qui est l'équivalent open source de Google Maps. Et là-dessus, on pourra voir son itinéraire, mais on le fera sur un vrai service en plein écran pour le coup. Ce sera bien plus facile. Il faut trouver le compromis avec le SEO. C'est pas faux. Ouais. L'éco-conception, c'est un vrai travail de compromis. Est-ce que c'est utile, pas utile, enfin la règle 3U. Et après, oui, il y a des vraies questions sur le SEO, tout à fait. Après, sur les images, il peut y avoir du SEO sur les images, bien entendu.
Mais c'est beaucoup de contenu, beaucoup de texte, et le texte pèse 3 fois rien, en tout cas par rapport à des images et par rapport à des vidéos. Donc, mais oui, c'est très pertinent. Et du coup, plus rien de dynamique, ben, oui et non. En fait, dynamique, pourquoi pas, mais est-ce que ça a du sens? C'est ça la vraie question. Est-ce que c'est... Pourquoi en mettre? Est-ce que c'est pour faire joli? Ben, pourquoi pas, mais si c'est pour un artisan peintre, l'intérêt est assez faible. Donc, ça va dépendre du client, ça va dépendre de la qualité perçue qu'on veut donner aussi. Donc, là encore, c'est une question de curseur, une question de compromis. Donc, résultat sur la SAP connectée. Auparavant, je vous laisse rapidement voir. Le poids de la page, ça faisait quasiment 6 mégas, ça en fait 0,6. Donc, on a divisé quasiment par 10 le poids de la page. Le nombre d'éléments du DOM, donc la complexité HTML, on est passé de 800 balises HTML à 225. Le nombre de requêtes, on est passé de 127 requêtes. Donc, il y avait les 70 participants, donc les 70 images aussi, qui étaient à calculer là-dedans. Aujourd'hui, on n'a plus que 9 requêtes. Le temps de chargement, on est passé de 8 secondes à 0,4 secondes de temps de chargement. Donc là aussi, c'est énorme. Et c'est un facteur aussi, on parlait de SEO, le temps de chargement est pris en compte par Google. Et donc, une démarche d'éco-conception est généralement bénéfique pour le référencement, pour le SEO. Et donc, souvent, une démarche d'éco-conception, on obtient également de la performance économique derrière. C'est intéressant de le signaler parce que dans les équipes, tout le monde n'est pas convaincu ou tout le monde n'est pas sensible à l'environnement. Et en tout cas, se poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Parce que économiquement, qu'est-ce qui va se passer derrière? Et ben, par expérience, souvent, on obtient un meilleur référencement, on obtient des parcours utilisateurs qui sont plus efficients, qui vont plus rapidement à l'objectif. Et donc, on obtient plus facilement des taux de transformation intéressants. Donc, la démarche d'éco-conception permet également un gain en performance économique. Ça, c'est intéressant de le signaler. L'estimation de gaz à effet de serre par éco-index, on passe de 2,5 grammes d'équivalent carbone à 1,1 gramme. Donc, on divise par 2 notre impact environnemental. Ça aussi, c'est intéressant de le signaler. C'est qu'on peut diviser par 2 la consommation, enfin les émissions de gaz à effet de serre, en équivalent carbone. Et la consommation d'électricité par Green Spector, effectivement, c'est que côté client, c'est calculé que sur le front. On pourra en reparler de Green Spector. Et là, c'est pareil, on divise quasiment par 2 la consommation d'électricité. Voilà, ça c'est un rapport aussi qui a été fait. Donc, on obtient des bons indicateurs de performance également. Yes, ça a été un petit peu vite à la fin, mais je pense qu'on a réussi à évoquer l'essentiel. Merci beaucoup. Juste avant de finir, qu'est-ce que tu dois retenir de tout ça en 3 points? Donc, les bonnes pratiques d'éco-conception web, vous l'avez vu, c'est beaucoup de bon sens paysan. C'est des choses que généralement on maîtrise. Il n'y a pas de surprise dans tout ce que j'ai souligné. Donc, c'est de la méthode, de la qualité. Et après, pour être sûr qu'on met en place toutes les bonnes pratiques, il faut mettre en place des indicateurs de performance environnementale. Donc, je vous les ai cités tout à l'heure. Donc, au même moment que vous faites vos tests, vous pouvez suivre ces indicateurs-là. Et ce qui est rassurant aussi pour beaucoup, et c'est pour ça que j'insiste un petit peu dessus, c'est que la performance, la démarche d'éco-conception apporte de la performance économique. Donc, c'est assez rassurant. Et finalement, quel est le rapport entre l'éco-conception et l'accessibilité? Alors, l'éco-conception, c'est pas que le côté environnemental. David l'a dit, c'est les 3 P. Donc, c'est bon pour la planète, bon pour l'économie prospère et puis bon pour l'homme. Donc, l'éco-conception, c'est faire en sorte que le service, l'application qui est développée, elle soit utilisable par tout le monde. Donc, comme l'évoquait Romain, c'est dans une situation difficile d'accès au numérique, mais pour les personnes en situation de handicap, donc c'est ça l'accessibilité, c'est faire en sorte que un maximum d'utilisateurs puissent, avec un maximum de terminaux, accéder à toutes les fonctionnalités essentielles du service.
Voilà, People, Planet, Profit ou Prosperity. Prosperity maintenant, avant c'était plus, c'est moins bien vu le fait d'être dans l'économie permanente en termes de gains, donc c'est plutôt faire en sorte que l'économie soit durable, que la solution soit durable. Et donc un site accessible à plus de code, oui, mais en même temps, si ça permet d'aider les personnes en situation de handicap, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Mais c'est encore une fois, c'est comme le référencement, comme le côté dynamique d'un site web. Ça me fait un peu de la peine de dire ça sur l'accessibilité, mais c'est une histoire de curseur, quoi. Vous mettez le curseur là où vous souhaitez. Si vous souhaitez pénaliser ceux qui ont des différents types de handicap, ceux qui sont en situation de handicap, ça me fait mal au cœur de le dire, mais vous pouvez le faire par rapport à l'écologie environnementale. Ça m'arrache un peu de le dire comme ça quand même. Après, oui, ça a plus de code. L'accessibilité, mais ça reste que du texte ou que des balises, et, que des attributs. Donc, finalement, ça prend pas beaucoup de poids. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez les poser soit via le chat, ou si vous n'avez pas envie d'écrire, vous pouvez les poser directement via votre micro. À vous de choisir. N'hésitez pas. On répondra à toutes vos questions avec plaisir. C'est très dense, hein, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, pour info, un client qui a créé un DA. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, là, je pense que il y a un peu de jargon d'entreprise parce que je n'ai pas suivi. Jamstack. Là, en fait, peu importe c'est pas la techno qui doit faire le projet. C'est vraiment le projet qui doit décider la techno. Et après, les développeurs maîtrisent la techno. Parce qu'après, peu importe si on va choisir telle ou telle techno, si le développeur débute sur telle ou telle techno, on va pas obtenir des bons résultats. Donc, c'est toujours et tant mieux, hein, j'ai envie de dire, la qualité des développeurs qui vont faire la différence. Et après, il y a différentes possibilités. Et vous l'avez vu, hein, sur WordPress, on peut obtenir, qui est quand même pas mal décrié par les développeurs, on peut afficher une page web en 0,4 secondes. Et donc, forcément, c'est optimisé. Et je suis expert WordPress et c'est pour ça que j'obtiens ces résultats-là. Mais si je faisais ça sur un autre framework ou un autre CMS, headless ou tout ce qu'on veut, je n'obtiendrai pas ces résultats-là parce que même si sur le papier ils sont plus performants, je suis plus familiarisé avec WordPress. Sur la notion de choix, il faut du coup bien prendre en compte plusieurs critères. Donc oui, un choix technologique peut être fait par rapport à un prisme de performance, mais il y a le fait que la solution peut apporter plus de fonctionnalités. La solution technique peut aussi être, comme l'évoquait Romain, plus ou moins maîtrisée et en termes de pérennité et de maintien en condition opérationnelle du service, c'est aussi un élément à prendre en compte. Voilà, c'est tous ces éléments-là qu'il faut à chaque fois se questionner. Donc, la démarche, c'est vraiment de se poser beaucoup de questions le plus en amont possible et tout au long du projet pour être sûr d'intégrer ces exigences non fonctionnelles. Comme aujourd'hui, la sécurité, elle est forcément intégrée par beaucoup dans tous les sujets de conception. L'expérience utilisateur est aussi beaucoup intégrée. Et notre souhait, c'est que le numérique responsable soit également nativement intégré au même niveau que les autres. Oui, le site Niji, il pousse le bouchon en fait. Il y a plusieurs sites comme ça où ils vont très très loin en noir et blanc, etc. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. On pourrait envisager des sites web avec très très peu de choses dedans. Et moi, j'aime bien prendre le site de Wikipédia comme référence. Wikipédia, on peut pas dire c'est moche, hein, mais on peut pas dire c'est joli non plus. Et il y a des images, mais quand il y en a besoin. Et finalement, ça fait le taf. On y est quand même très très souvent sur Wikipédia. Donc voilà.
Après, une Niji, où il y en a d'autres comme ça, à mon sens, ça va tellement loin que c'est un peu de la communication aussi. Ils veulent dire, nous, on fait un site éco-conçu, regardez, il n'y a quasiment rien dessus, c'est volontaire, c'est pour se donner... c'est de l'image aussi, il ne faut pas se leurrer. Est-ce qu'ils intègrent éco ou pas éco? Et en fait, c'est... dans la norme ISO de l'éco-conception, il n'y a pas de résultat à atteindre. C'est de l'amélioration continue. Donc, c'est là où on souhaite mettre le curseur. Est-ce que sur tel site, il y a besoin de mettre une vidéo? Ben oui, parce que ça apporte ça, c'est très cool. Ben, mettons une vidéo. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, c'est une question de... On a besoin de référencement, et ben, mettons du référencement, du SEO, et ça nécessite de mettre des choses en plus. Mettre du tracking en plus, et ben faisons-le. Il y a pas, c'est une question de compromis. L'idée, c'est de se poser quand même les questions avant de faire n'importe quoi. C'est surtout ça le message. En fait, un site éco-conçu, en soi, ça n'existe pas. De la même manière qu'un site qui n'est pas éco-conçu, bon, à moins que si, à la limite, ça existe, parce qu'on ne s'est pas posé la question. C'est ça la vraie réponse. Mais à partir du moment où on se pose la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ce que je fais par rapport à un référentiel, parce qu'on n'a pas beaucoup insisté sur les référentiels, c'est ça, en fait, une démarche d'éco-conception. Mais il n'y a pas de résultat à atteindre. Alors, du coup, pour terminer sur les référentiels, comme tu l'évoques, les référentiels donnent beaucoup de bonnes pratiques à chacun de voir sur quelle thématique il souhaite avancer dans un premier pas. Donc, comme on l'a dit, c'est une démarche d'amélioration continue. Donc, lorsqu'il y a un référentiel qui propose 115, 120, 200, 400 recommandations, à chacun de prendre collectivement une partie des recommandations qui sont le socle de la démarche d'éco-conception. Et au fur et à mesure de l'apprentissage, de l'amélioration, eh bien, d'autres recommandations seront intégrées dans ce référentiel interne et continueront à améliorer le processus. Voilà, donc c'est la démarche que l'on peut faire et on utilise différents référentiels pour faire son propre référentiel. Voilà, j'espère qu'on vous a fait découvrir tout ça, qu'on vous a un petit peu sensibilisé, qu'on a donné un petit peu envie d'y aller. On vous a fait comprendre aussi que l'éco-conception, ce n'était pas que la partie environnementale, même si on sait que c'est principalement là-dessus qu'on est attendu, mais que c'est quand même bien aussi de penser aux personnes en situation de handicap. Donc voilà. Et attention à l'éthique aussi, on n'a pas parlé beaucoup d'éthique, mais il y a un vrai sujet aussi sur l'éthique. Donc voilà, j'espère qu'on vous a donné envie d'éveiller la curiosité, envie d'aller fouiller dans les référentiels, voir ce qui est intéressant ou pas. Et puis on vous souhaite de les appliquer au maximum. Et on vous souhaite une bonne continuation, une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup tous les deux, David également. À très bientôt, j'espère. Bonne soirée à tous. Au revoir.